Le 19h30, Nathalie Maheu. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, des renforts policiers venus d'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg. Ils participent à la traque de Jürgen Konings. Ce militaire considéré comme dangereux est toujours en cavale. Le point en direct avec Laurent Van de Berg. Et la ministre de la Défense a reconnu une erreur. L'homme n'aurait pas dû avoir accès aux armes. Il aurait dû faire l'objet d'un contrôle plus strict. Détail avec Laurent Rare. Ils ont manifesté leur colère et mené une action de grève. Les médecins assistants côté francophone rejettent la nouvelle convention sur leurs conditions de salaire et de travail. Un petit coup de chaud au nord du cercle polaire. Il y fait plus de 32 degrés, soit autant qu'au sud de l'Espagne. C'est un record absolu pour cette période de l'année. On en parle avec Daniela Prepeliuk. Enfin, le retour de sensations fortes. Les sauts en parachute sont à nouveau autorisés et à Spa, ils étaient nombreux à oser se jeter dans le vide. Le déploiement de force est de plus en plus important au parc national de la Haute-Campine. Des soldats de la défense, des policiers, des démineurs, tous tentent de débusquer et de cerner le militaire Jürgen Konings. Mais l'homme reste introuvable. Même les unités spéciales des polices des pays voisins sont venues en renfort. Stéphanie Lepage. 13 heures, les unités spéciales s'enfoncent à pied dans les bois, se déployant pour une fouille approfondie du parc national de la Haute-Campine au Limbourg. 250 policiers, 150 militaires coopèrent toujours à la recherche de Jürgen Konings, militaire de 46 ans, potentiellement dangereux et armé. Het is een dossier dat zeer serieus genomen wordt, zowel door het federaal parket als door het crisiscentrum. Dus er wordt hier ruim ontplooid door zowel politiediensten als defensie. Dus sinds gisteren is defensie bij in ondersteuning. En er is ook hulp gevraagd aan de buurlanden om dus mee manschappen te komen leveren. Dès 15 heures, des renforts policiers sont arrivés d'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg. Le dispositif est exceptionnel. Un impressionnant cortège de véhicules s'est déployé sous les yeux de la presse. La zone de recherche est large, 12 000 hectares, mais les fouilles de cet après-midi se sont concentrées sur 3 zones précises. Ce soir, on en est au 3e jour de recherche. Toujours dans ce périmètre, dans ce domaine ici dans le Limbourg qui est vraiment très vaste, très difficile à fouiller. Le terrain est accidenté, le terrain il est compliqué. On a décidé que chaque centimètre carré devait être fouillé parce que le but est vraiment de retrouver cette personne qui représente un danger pour le citoyen, pour tout le monde et même pour elle-même. La poursuite de Jürgen Konings a débuté lors de la découverte de lettres d'adieu au contenu inquiétant. Le militaire y proférant des menaces envers plusieurs personnalités ou institutions. 4 lance-roquettes ont d'ailleurs été retrouvées dans son véhicule, non loin de la zone de recherche. La police semble penser que le fugitif se trouve dans le triangle formé par l'autoroute E314 et les nationales 75 et 763. Depuis hier soir, l'autoroute est fermée à la circulation du côté du bois entre Maasmechelen et Genk. Tout au long de ce tronçon, des policiers et des militaires sont en faction. Le parc national de la Haute-Campine reste évidemment interdit au public. Oui, faisons le point en direct sur cette chasse à l'homme. Bonsoir Laurent Van de Berg. Peut-on dire que l'étau se resserre autour du fugitif, à moins qu'il ne soit déjà loin ? Bien, difficile à dire, Nathalie. Il y a le secret des opérations en cours, mais la police pense qu'il est là. Faut-il encore le retrouver? Ce n'est pas une mince affaire. Un ratissage serré de la zone a eu lieu cet après-midi avec un dispositif inédit. Un hélicoptère qui nous survole encore en ce moment, un drone, la police montée présente, des blindés et des chiens pisteurs toujours à l'œuvre pour l'instant. Au total, 250 policiers, 150 militaires et vous l'avez entendu, des renforts des Pays-Bas, du Luxembourg et de l'Allemagne qui doivent travailler main dans la main dans un terrain compliqué, fait de forêts et de landes avec un relief assez prononcé où on nous a dit qu'il fallait fouiller chaque centimètre carré avec un profil du fugitif qui n'est pas n'importe lequel puisque l'homme est un habitué des zones de guerre, il est rompu aux techniques de camouflage et il connaît très bien les lieux puisqu'il réside à quelques pas seulement. Quoi qu'il en soit, c'est un homme contre 400 qui dure depuis 3 jours maintenant et les recherches vont se poursuivre ce soir et cette nuit.
Merci à vous, Laurent. Et dans le même temps, à la Chambre, la ministre de la Défense a été soumise à un feu nourri de questions. Comment ce militaire au profil suspect avait-il encore accès à des armes? Laurent Rare, bonsoir. La ministre reconnaît une erreur? Oui, pour la ministre de la Défense, il y a clairement une erreur dans le suivi de Jürgen Konings. Le militaire faisait l'objet d'une enquête approfondie après avoir proféré des menaces sur les réseaux sociaux. C'était en 2020. Des mesures ont été prises, plainte pénale, sanctions disciplinaires. Son habilitation de sécurité lui a même été retirée. Des mesures qui n'ont pas suffi, déclare la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Jusqu'à ces derniers jours, le comportement de Jürgen Konings n'a d'ailleurs plus été jugé problématique par sa hiérarchie. Étonnant quand on sait que l'homme est désormais l'homme le plus recherché du moment en Belgique. Je vous propose d'écouter Ludivine Dedonder. Il n'est pas acceptable que ce type d'individu ait accès à des armes. Dès que ces comportements sont apparus, il aurait dû ne plus avoir accès à des armes et faire l'objet d'un suivi plus strict par sa hiérarchie militaire. Een organisatie die verantwoordelijk is voor de veiligheid van ons land en haar bevolking moet in staat zijn om ten allen tijden haar eigen taken en interne processen uit te kunnen voeren, zonder compromissen te moeten sluiten. Et toujours à la Chambre, Laurent, on en a appris un peu plus sur le profil du fugitif. Oui, Jürgen Konings est militaire depuis près de 30 ans, un parcours sans histoire comme fusilier sniper. Il a été déployé en mission, il a ensuite intégré la police militaire. C'est en 2019 qu'il est repéré par le SGRS, le Service général du renseignement et de la sécurité, pour sa proximité avec des mouvements d'extrême droite. L'état-major porte plainte parce que l'homme a tenu des propos racistes. Jürgen Konings reçoit 4 jours d'arrêt. En 2020, il intègre un service d'instructeurs chargé de préparer les missions à l'étranger. C'est à ce moment-là qu'il a accès à des armes et à des munitions. Et puis, il y aura ensuite ces menaces sur les réseaux sociaux, l'enquête approfondie et puis enfin, les événements que l'on vit aujourd'hui. Merci à vous, Laurent. Une autre autorité qui prend la parole dans cette affaire toujours en cours, c'est le chef de la Défense, l'amiral Michel Hoffman. Il confirme qu'une enquête est ouverte et il tente une explication. Charles Bouer, David Crozet et Rachel Crevellaro viennent de le rencontrer. Jürgen Konings, un militaire répertorié comme potentiellement violent par les services de renseignement. Mais alors comment un tel profil a-t-il pu passer sous les radars de la défense ? Toute personne qui rentre ou qui sollicite pour un poste à la défense, naturellement, est screenée. Bon, nous avons quelques milliers de candidats. La capacité de screening n'est pas naturellement suffisante. Toutes les fonctions qui demandent une habilitation de sécurité, il y a de manière récurrente des contrôles qui sont effectués. Épinglé en 2019 par l'état-major pour sa proximité avec l'extrême droite, Jürgen Konings n'en est pas moins muté à une fonction qui lui donne accès aux armes, au grand embarras aujourd'hui de la Grande Muette. Le métier de militaire, par son essence, nous fait utiliser des armes et des munitions, que ça fait partie de notre nature, naturellement, et de notre métier, et que ça comporte des risques, mais ça comporte également toute une série de procédures. Dans ce cas-ci, il faudra voir ce qui s'est passé. Dysfonctionnement ou erreur, aujourd'hui la défense veut en tout cas rappeler que s'il y a une brebis galeuse dans ses rangs, c'est un peu comme partout ailleurs. Nous sommes un reflet de la société, mais que ce qui s'est passé cette semaine n'est absolument pas symptomatique pour, je vais dire, la défense en général. Nous avons la plus grande majorité de notre personnel qui travaille très professionnellement, en toute sécurité et avec énormément de respect. Même si elle attend toujours le résultat de l'enquête, la défense le promet, elle fera tout pour corriger le tir. Merci beaucoup, bonne soirée. Oui, sachez que demain matin, Thomas Gadisseux fera un nouveau point sur cette traque et les nombreuses questions qu'elle soulève avec la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Interview en direct à 7h45 sur la première. Et puis, on sait que Jürgen Konings a proféré des menaces envers plusieurs personnalités. Parmi elles, le virologue flamand Mark van Ranst. Depuis le début de la pandémie, les experts scientifiques, ceux qui ont de la visibilité, sont apparemment devenus des cibles. Marc Florent, Martin Castiot et Dominique Dussin.
Il est actuellement le virologue le plus protégé du pays. Mark Van Ranst a été placé en lieu sûr mardi, depuis que des menaces de mort ont été proférées contre lui. Mais l'expert n'est pas le seul épidémiologiste flamand à avoir été placé sous protection policière. Erik Havlig, Pierre Van Damme et Geert Molenberg sont eux aussi protégés après avoir reçu des menaces. Côté francophone, les experts semblent moins exposés, même si certains ont eux aussi reçu des menaces. Des menaces, je pense que j'en ai eu une petite dizaine depuis le début de la crise. Des menaces par rapport à moi et ma famille, par rapport à une gestion de crise, comme si j'étais responsable de la gestion de la crise, du nombre de décès. On m'a déjà menacé. On m'a menacé de porter plainte à l'ordre des médecins, et je pense que ça a d'ailleurs été fait. Et aussi, on m'a menacé par rapport à l'ULB, à mon université, comme quoi je devais ou j'allais quitter l'ULB par mes propos. Cela dit, côté francophone, les experts semblent moins insultés que leurs collègues du nord du pays, même si les réseaux sociaux déversent leur habituelle haine anonyme. J'ai pas été trop m'aventurer sur les commentaires Facebook, parce que là, effectivement, il m'a été rapporté qu'il y a parfois des choses très dures, et en fait, moi, j'ai simplement souhaité ne pas les lire, parce que je pense pas que ça serve à grand-chose. Côté francophone, les experts semblent apporter plus de diversité d'avis qu'en Flandre, et c'est peut-être cela qui explique la différence de niveau de violence. Mais c'est peut-être dû au fait que les experts néerlandophones qui conseillent le gouvernement ont une ligne tous assez forte dans la gestion de cette crise, et c'est une ligne assez harmonieuse entre eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme du côté francophone, une diversité d'experts. Les porteurs de mauvaises nouvelles sont rarement appréciés, encore moins lorsqu'ils conseillent les gouvernements à propos de mesures désagréables à prendre. En étant surmédiatisés, ces experts sont devenus la cible de tous ceux qui aiment cracher leur haine sous pseudonyme, passant parfois du stade de l'insulte à celui de la menace. Souvenez-vous de cet immeuble liégeois détruit par une explosion de gaz rue Léopold à Liège. C'était fin janvier 2010. 14 personnes sont décédées, 19 autres étaient blessées. Aujourd'hui, en appel, le propriétaire de l'immeuble a été condamné à 18 mois de prison ferme. C'est plus qu'en première instance, où il avait écopé de 14 mois avec sursis. De quoi satisfaire les parties civiles. Voyez ces réactions recueillies par Pierre Delot et Marc Mélon. Très satisfaite à ce niveau-là, et les clients le sont aussi, dans la mesure où la peine est majorée et le sursis supprimé. Donc il a quand même 18 mois ferme. Il a des antécédents avec déjà une condamnation, donc ça veut peut-être dire que le parquet va poursuivre au niveau de l'exécution. L'actualité, c'est aussi une action de grève des assistants en médecine côté francophone. Ces spécialistes de demain rejettent la convention conclue entre le ministre de la Santé, les directions d'hôpitaux et les syndicats médicaux. Selon les internes francophones, l'accord n'est pas satisfaisant. Rida Benmouda, Cédric Amiet et Isabelle Huizen pour les explications. Sur des cartons, ils écrivent leur mal-être, leur épuisement, leur crainte de mettre des patients en danger. Tous travaillent ici comme médecins assistants. Mais aujourd'hui, ces futurs spécialistes ne franchiront pas les portes de l'hôpital. Ils iront plutôt manifester, envers et parfois contre tous. Depuis lundi, beaucoup d'assistants ont eu des pressions, parfois un peu subtiles, parfois plus affichées, et que certains ont dès lors renoncé à participer au mouvement de grève par peur pour leur formation future, quoi. Alors, brassard de fortune au bras, ils disent non à l'accord intervenu entre le ministre, les directions hospitalières et les syndicats médicaux. Un accord pourtant qualifié d'historique, parce qu'il était attendu depuis longtemps, mais aussi parce que 30 millions sont consacrés à son financement. Il donne des garanties sociales pour ces assistants. Et ça, c'est important. C'est important de savoir que si on est malade, on va être payé par son employeur le premier mois et qu'après, on aura une mutuelle qui va couvrir ça. À l'hôpital de Montgodine, il y a quelques 400 médecins et 114 internes. Une bonne moitié de ceux-ci a choisi la grève et la manifestation. À Bruxelles, des internes de tous les hôpitaux universitaires francophones sont venus faire entendre leur voix. On n'a pas de temps de récupération par semaine. Donc ça veut dire qu'on peut encore nous faire travailler pendant 21 jours consécutifs sans repos compensatoire. Donc vous n'avez pas peur qu'en fait, entre guillemets, la victime, ce soit le patient ? Actuellement, on peut se poser la question, mais quand on travaille énormément, 24 heures d'affilée, la victime est également le patient. Et ici, c'est peut-être un petit risque qu'on prend pour les patients, pour un grand bénéfice pour nous et pour les patients dans le futur. Car ces internes annoncent une grève de plusieurs jours s'ils ne sont pas entendus.
Le roi Philippe a visité le centre de vaccination de Schaerbeek cet après-midi. Il s'est déplacé pour encourager les indécis à se faire vacciner, tout comme lui d'ailleurs. Pas d'image, mais une confirmation du Palais Royal. Le roi a bien été vacciné tout à l'heure et il en a profité pour remercier le corps médical et les bénévoles. Encourager les indécis, c'est aussi le mot d'ordre de ceux qui se sont baptisés les explorateurs. Ils parlent plusieurs langues et vont à la rencontre de personnes d'origine étrangère sur le marché de Molenbeek. Vous allez le voir, puisque ces citoyens ne vont pas au vaccin, eh bien, le vaccin vient à eux. Marc Florent, Frédéric Varlet et Marc Ochinski. Ils s'appellent explorateurs ou ambassadeurs. Leur mission, convaincre les indécis de se faire vacciner immédiatement. Parfois, ils essuient des échecs et parfois, ça marche. Leur atout, de l'albanais à l'ourdou, en passant par le berbère et le portugais, ils parlent à eux quatre une dizaine de langues. Azouz a accepté l'invitation. Je suis venu juste pour faire des courses et puis voilà, j'ai vu la file, j'ai demandé, on m'a dit qu'on fait le vaccin aujourd'hui et c'est sans rendez-vous pour des gens d'un certain âge. 10 minutes de file, attente dans la maison communale, inscription, rendez-vous pour la deuxième dose, piqûre, et voilà, en une petite heure, c'est réglé. Vous avez eu mal? Non, j'ai rien senti, franchement. Le succès de l'opération, c'est le bouche à oreille, mais surtout la prise en charge pour des gens qui se sentent parfois un peu dépassés. Ils ont une convocation à la maison, ils ont un numéro de code, mais ils ne savent pas qu'ils doivent prendre rendez-vous. Et donc, la lettre reste traînée chez eux. Il y a des gens qui me la montrent, qui l'ont dans leur sac, mais qui n'en font rien. Ce matin, succès de foule. 160 personnes ont été vaccinées. Il a fallu faire venir des doses supplémentaires. Mais tous les candidats voulaient savoir quel vaccin on distribuait. À partir du moment où ils apprennent qu'aujourd'hui, ici, on utilise du vaccin Pfizer, apparemment, ça les rassure. Et donc, on voit clairement que selon le vaccin, il y a un frein ou pas à la vaccination aussi. Selon les chiffres de Sciences Anno, Molenbeek serait plutôt en retard par rapport à la moyenne régionale. Une opinion que la bourgmestre tient à tempérer. On n'est pas dans les meilleurs, mais on est assez bien dans la moyenne de la région à ce niveau-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on atteigne au final, à la fin, notre immunité collective de 70%, peut-être même 80% avec les nouveaux variants. La commune a bien l'intention de renouveler l'opération. Et sachez que le Conseil supérieur de la santé a donné son feu vert à la vaccination des ados de 16 à 17 ans qui souffrent de comorbidité. Une vaccination à court terme et avec le Pfizer. En bref encore, autre information liée au vaccin, c'est un avis de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS affirme que les vaccins sont efficaces contre tous les variants du virus. À suivre dans ce journal, le coup d'envoi du procès Big Malion avec en principal accusé l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Mais c'était le grand absent du jour, comme nous l'expliquera Adeline Percept. Nous suivrons les traces des chasseurs de trésors en Wallonie. Certains s'appuient sur une carte de site archéologique publiée par la région wallonne. Et puis l'invitée de Jeudi en prime, Petra de Sutter, la vice-première ministre Groen. Elle nous parlera cyberstratégie et nous évoquerons aussi son statut de première ministre transgenre en Europe. Et d'abord, un contraste qui interpelle. Alors que nous cherchons le soleil en ce mois de mai, eh bien, c'est la canicule en ce moment au nord du cercle polaire. Bonsoir, Daniela Prepeliuk. Un record a même été battu en Russie. Absolument. La Russie vit en ce moment une vague de chaleur exceptionnelle avec, regardez, 32 degrés enregistrés au nord-ouest du pays. C'était hier après-midi. La même température a été enregistrée au même moment dans le sud de l'Espagne, à Séville. Et là, c'était plutôt habituel. En Russie, vous vous en doutez, c'est un record de chaleur pour un mois de mai. Et il faut savoir qu'en ce moment, au nord du cercle polaire, les températures sont 20 à 24 degrés. Tenez-vous bien, au-dessus des moyennes de saison. De quoi en profiter, comme vous le voyez sur ces images. Et pendant ce temps, chez nous, eh bien, on rêve de températures bien plus douces. On grelotte, effectivement. On est en train de vivre l'un des mois de mai les plus froids depuis les 25 dernières années, avec un déficit de température de 4 degrés. Souvent, les normales sont dignes d'un mois d'octobre. Alors, comment l'expliquer? Regardez cette animation. Ce que vous voyez là, c'est la situation habituelle. C'est-à-dire qu'on a le froid qui est vraiment condensé au niveau du pôle Nord et le jet stream est assez linéaire. Mais depuis cet hiver, ce qu'il se passe, c'est que le froid s'est affaibli et donc du coup, on a ces oscillations que vous voyez là. Et donc du coup, le courant jet stream nous apporte des coulées d'air froid sur la Belgique.
Alors quand peut-on espérer du meilleur en retour à la normale, Daniela? Eh bien écoutez, pour le moment on est toujours dans cette situation de blocage avec pas mal de vent demain et toujours ce régime d'averses, un régime d'averses qui va perdurer pendant les 7 prochains jours, de quoi bien remplir les nappes phréatiques à l'approche de l'été qu'on espère bien plus clément. On espère vraiment, merci beaucoup, merci pour toutes ces informations. Et puis pour le moment en Grèce, l'eau sert à éteindre des incendies. Plusieurs villages autour du golfe de Corinthe ont dû être évacués face à un feu de forêt attisé par des vents violents. C'est le premier incendie d'importance de l'année et il a fait rage toute la nuit dans le massif montagneux qui surplombe le golfe. Un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy. Début mars, l'ancien président français était condamné dans l'affaire dite des écoutes. Aujourd'hui, il doit répondre de dépenses excessives lors de la campagne présidentielle de 2012. C'est le dossier Big Malion, du nom de la société chargée d'organiser les fameux meetings de campagne. Ludovic Deslandes et Quentin Warlop. Vive la République et vive la France! Début 2012, en perte dans les sondages, Nicolas Sarkozy s'offre 44 meetings géants, 3 fois plus que prévu. Les moyens déployés sont colossaux et les dépenses folles. En France, pourtant, la loi interdit de dépenser plus de 22,5 millions d'euros pour une campagne. Problème, d'après les enquêteurs, le président sortant aurait dépensé le double des meetings organisés par la société Big Malion. À la demande de l'UMP, la société Big Malion a été amenée à établir des factures qui ont été imputées à l'UMP alors qu'elles auraient dû l'être à l'association de financement de la campagne du candidat M. Sarkozy en 2012. Il s'agit donc bien de fausses factures. En clair, pour ne pas dépasser le plafond de 22,5 millions d'euros, un système de fausses factures a été mis sur pied. Des factures bidons au nom de l'UMP, le parti de Nicolas Sarkozy. En 2014, c'est son ex-directeur adjoint de campagne qui révèle le système de double comptabilité et de fausses factures. Il y a eu un dérapage sur le nombre, non pas sur la valeur, mais sur le nombre d'événements qui ont été organisés dans le cadre de cette campagne. Des perquisitions au sein de la société Big Malion confirmeront ces propos. Après l'échec de 2012, Nicolas Sarkozy évoque un retour en politique 2 ans plus tard et nie ce qui lui est reproché. Est-ce que vous croyez que si j'avais quelque chose à me reprocher, au fond de moi, je viendrais m'exposer dans un retour à la politique comme aujourd'hui ? Condamné à 3 années de prison, dont 2 avec sursis début mars dans une autre affaire, ses ennuis judiciaires ne sont pas terminés. Nicolas Sarkozy est présumé innocent. Et ça encore, c'est quelque chose qu'il faut rappeler toujours et encore. Et que tant qu'une juridiction n'a pas rendu une décision définitive, toute personne est présumée innocente. Nicolas Sarkozy, pas plus que les autres et pas moins que les autres. L'ancien président encourt 1 année de prison et 3 750 € d'amende pour financement illégal de campagne électorale. Et c'est Adeline Percept qui suit ce procès pour nous à Paris. Adeline, un procès qui s'est ouvert sans le principal intéressé. Oui, effectivement, Nicolas Sarkozy avait assisté à tout son procès dans l'affaire dite des écoutes pour laquelle il a été condamné. Mais là, il a fait savoir qu'il ne viendrait que lorsqu'il serait cité à la barre. C'est donc son avocat historique, maître Thierry Herzog, qui d'ailleurs était avec lui sur le banc des accusés dans l'affaire dite des écoutes, qui s'est exprimé et il s'est exprimé longuement avec une demande principale, l'exception en nullité. Ça veut dire que maître Thierry Herzog a longuement expliqué qu'on ne peut pas être jugé 2 fois pour la même chose. Or, que le Conseil constitutionnel a déjà, ici en France, modifié les comptes de campagne du candidat Sarkozy pour 2012. Cette même demande d'exception en nullité de la procédure a été aussi évoquée par un autre prévenu, le directeur de campagne. C'est aussi une audience qui nous a amené son lot de folklore avec des parties civiles pour le moins exotiques, une dame qui s'est présentée, je cite, comme une princesse avec une visière mais sans masque à l'audience et qui demande donc de mystérieuses réparations. Sur le fond, les débats vont vraiment commencer la semaine prochaine et puis bien sûr, on attend l'interrogatoire de Nicolas Sarkozy, pour l'instant prévu la semaine du 14 juin. Adeline Percept à Paris. Merci à vous, Adeline. Le calme semble être revenu à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Ces derniers jours, quelques 8000 migrants se sont pressés pour passer en territoire espagnol et parmi eux, de jeunes, très jeunes gens même. Ils témoignent au micro des équipes de télévision dépêchées sur place. On voit cela avec Barbara Lichtenberg et Pascal Bustamante.
La frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta est devenue l'objectif de tous ces migrants. Parmi ceux qui ont franchi la barrière, de jeunes garçons, celui-ci a 14 ans. Il ne donne pas son nom. Il a quitté Tétouan dimanche. Ses parents savent qu'il tente la migration. Certains, plus âgés, ont tenté de trouver du boulot au pays, sans grand succès. كل شيء غير اللي مشيت تخدم معاه خصو غير يحرط عليك تخدم معاه ب 200 درهم في السيمانه ولا 300 درهم في السيمانه واش 300 درهم واش انت امك مريضه بالسكر باك مريض انت هو الكبير عند عائلتك واش 300 درهم غتكفاك في السيمانه ما دير لك والو اختي 300 درهم في السيمانه وانت صنايعي واخا ضارب نقولوا 14 عام في الصناعه ويعطيوك 300 درهم. Parmi les jeunes migrants, Adam, il est aussi de Tétouan. Il a 17 ans. Et il ressent déjà l'amertume comme un adulte. Actually, I am here in Ceuta and I'm here for survive and for help my family. All my friends here for help her families and for find the work and find the justice because my country don't have any justice. The Morocco is big bad country. Comme tous les jeunes du monde, ces garçons sont portés par l'espoir, prêts à tenter le tout pour le tout. En tout, ils sont plus de 8000 à avoir tenté de rejoindre l'Espagne. 1 millier d'entre eux, les plus jeunes, ont affronté la police et l'armée espagnole avant d'être dispersés. Jusqu'à la prochaine confrontation. Revenons-en en Belgique, en Wallonie précisément. Tout récemment, la région a publié une carte des zones d'intérêt archéologique. Alors y a-t-il un lien de cause à effet? En tout cas, les lieux attirent de plus en plus de chasseurs de trésors. Hicham Boukrouf, Louisa Gerdaoui et Lucie Dendoven. Pas besoin d'aller sur le terrain pour trouver des chasseurs de trésors. Ils s'affichent sur la toile. Celui-là fouille un bois des Ardennes apparemment plein de bonnes surprises. Ah ben regardez. Oh, c'est encore une romaine. C'est une romaine les potes. C'est encore une romaine en direct. Entendez par là une monnaie romaine. Sur son site Facebook, ce détectoriste non agréé publie ses découvertes. Pour cet archéologue, ça s'apparente à du pillage. Les objets doivent être prélevés avec minutie. Les outils employés sont totalement inappropriés. La deuxième chose, c'est qu'il y a une perte de données d'information. Les objets sont privés de leur contexte, ne sont pas géoréférencés. Il y a deux types de prospecteurs. Le prospecteur qui va se conformer à la réglementation et les autres, les pilleurs, ceux qui ont une vocation unique, c'est-à-dire collectionner des objets archéologiques et enrichir leur collection archéologique. Des chasseurs de trésors français arpentent aussi le sol wallon. Peut-être attirés par la carte récemment publiée par la région wallonne. Elle montre en bleu les zones d'intérêt archéologique qui, en principe, ne peuvent pas être fouillées. Mais en pratique, rien n'empêche d'aller sur une zone bleue, comme c'est le cas ici. C'est qu'on ne peut pas mettre un agent derrière chaque détectoriste et derrière chaque site connu ou potentiel. L'Agence wallonne du patrimoine, consciente du problème, a envoyé un folder. Depuis qu'on a envoyé ce folder, moi j'ai très régulièrement des contacts avec des gens des zones de police et des agents des eaux et forêts qui me font part de personnes qu'ils ont pris sur le terrain. Et donc, au sein du groupe de travail et au sein de la WAP, on suit aussi évidemment tous ces dossiers-là. Vigilance aussi du côté de la ministre en charge du patrimoine, Valérie Debu, qui compte s'atteler à une réforme de la réglementation pour l'utilisation délictueuse d'un détecteur de métaux. Un peu de musique avec des stars internationales qui cèdent leurs droits d'auteur à des fonds d'investissement. La pratique n'est pas nouvelle, elle s'intensifie et c'est une opération win-win entre artistes et géants de la finance. Kamel Azouz. 140 millions de dollars. C'est le pactole qu'a touché le groupe américain The Red Hot Chili Peppers. En contrepartie, ils ont cédé les droits de l'intégralité de leur répertoire de chansons à un fonds d'investissement spécialisé dans l'exploitation d'œuvres musicales. Un marché du disque effondré, l'arrêt des concerts liés à la pandémie. Force est de constater que de plus en plus de stars internationales cherchent de nouvelles sources de revenus. La raison est plus financière qu'artistique. Les compositeurs comme les interprètes
gagnaient leur vie, bien leur vie, en vendant des disques, en tout cas en ayant un pourcentage sur la vente des disques. Et depuis l'invasion d'Internet, c'est fini. Les disques ne se vendent plus ou de manière dérisoire. Et les revenus tirés de l'exploitation des musiques sur les plateformes sont dérisoires aujourd'hui aussi. Bob Dylan, Neil Young, Blondie, Shakira et Bruno Mars, par exemple, ont aussi vendu la propriété de leurs droits à un géant financier ou de l'industrie musicale. Rentabilité oblige, ces firmes ne les choisissent pas par hasard. Il y a deux facteurs. C'est la longévité. Donc montrer que j'ai un répertoire qui tient depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc on peut espérer qu'il tiendra encore pendant 20 ou 30 ou 40 ans. Ce qui n'est pas le cas pour des artistes émergents, évidemment. Il faut s'adresser à un public qui est le monde, et pas la Wallonie, ou la francophonie, ou même l'Europe. Il faut vraiment plaire au monde entier. En Belgique, rares sont les artistes susceptibles de recevoir un énorme chèque. Sauf Jacques Brel, l'inaccessible étoile, dont les œuvres sont gérées par France, sa fille. Une certitude, jamais vous n'entendrez la voix de Jacques dans une publicité, même pour des centaines de millions de dollars. Les traductions, les utilisations dans le cinéma, la publication dans des livres, etc., etc. Tout cela se discute directement avec France parce qu'elle sait que c'est une question de relations humaines. Ce n'est pas une question de gestion administrative ou d'optimisation des revenus. Sécurité financière, retraite dorée anticipée, avantages fiscaux sur les droits de succession, etc. Les artistes de renommée internationale trouvent beaucoup d'avantages en vendant leurs droits d'auteur. Autant dire que les stars mondiales actuelles, tout comme les géants financiers, s'accordent sur une nouvelle partition de l'économie musicale. Et puis une information qui vient d'être confirmée et qui concerne nos vacances potentielles. Il y a un accord sur le certificat sanitaire européen. Eurodéputés et représentants des 27 sont parvenus à un compromis. Alors ce certificat, il sera mis en œuvre dès le 1er juillet sous forme de QR code. Il indiquera si vous êtes soit vacciné, soit immunisé, soit si vous avez bien un test PCR négatif. Écoutez à ce propos le négociateur pour le Parlement européen. Il va s'appeler le certificat digital Covid unique de l'Union européenne. C'est une meilleure alternative à pas de solution. Ce certificat unique va créer une sécurité juridique. Cela permettra de rétablir la confiance entre les États membres et entre les citoyens. Nous pourrons retrouver une liberté de circulation en Europe. Allez, un grand saut dans ce journal. Les amateurs de sensations fortes peuvent à nouveau sauter en parachute. C'est le cas au départ de l'aérodrome de Spa. Et vous allez le voir avec Philippe Lefebvre, Vincent Gerbert et Anne-Catherine Crouffer. Il y avait de nombreux candidats ce jeudi. La tête dans les nuages, c'est une bonne façon de prendre un peu de hauteur. Aurore va tenter le grand saut pour la première fois, mais elle ne sait pas encore ce qui l'attend. Moins 15 degrés là-haut. Là-haut, c'est à 4 km de hauteur. Vous avez peur? Un peu quand même. C'est la première fois, donc ça le stresse, mais ça va. Vous savez qu'il fait froid là-haut? Oui, quand même, oui. J'ai mis un gros pull, donc on verra. Hein. Mais je crois qu'avec le stress... L'adrénaline, ça réchauffe. Voilà, c'est ça. Depuis le mois d'octobre, les sauts en parachute étaient interdits. Alors aujourd'hui, c'est l'euphorie. Les rotations d'avions n'arrêtent pas. Toutes les 20 minutes environ, un nouvel envol. Il faut faire une réservation via notre site internet, donc skydivespa.be. Et là, le jour du rendez-vous, vous nous appelez pour connaître les conditions météo, si l'activité aura lieu ou pas. Il faut compter un minimum de 200 € pour respirer, prendre le grand air et puis découvrir l'Ardenne, ses forêts, vues du ciel, au point de vous donner le tournis. C'était super! Vous avez eu peur? Au début un peu, mais la sensation c'est énorme, c'est fantastique. Alors au moment où on se lance, ça va? Il fait froid ou comment ça se passe là-haut? Oui, il y a beaucoup de vent, beaucoup de bruit et il fait froid, mais après on oublie tout et on en profite. Retour sur Terre également pour ces deux jeunes de 20 ans. C'est des sensations de dingue et franchement,
Je crois qu'on a adoré là, non? Et puis on voit tout l'espace, on voit toute la ville. Le paysage est magnifique, c'est super beau. Les 3 premières secondes qui sont les plus dures parce que c'est vraiment la chute de l'avion et là on a l'impression qu'on va mourir, quoi. Convaincu, on a alors voulu prendre un bon bol d'air. Loin, très loin du coronavirus. Bref, s'évader le temps d'un instant et ça fait du bien. Ouais, et on salue l'audace d'Anne-Catherine Crouffer. Du sport encore sur les terrains de foot cette fois. Ce soir, le club de Bruges a bien l'intention de gagner un 17e titre de champion. Les Brugeois jouent à Anderlecht à 21h. Et au Sporting, nous rejoignons Vincent Langendries. Bonsoir Vincent, une particularité, le titre pourrait bien être acquis bien avant le match. Oui, effectivement, Nathalie, c'est une des possibilités. Alors, je vous explique tout ça. Le club de Bruges possède, avant cette 5e et avant-dernière journée des Champions Playoffs, 5 points d'avance sur le Racing Genk. Il ne lui manque donc qu'un petit point qu'il devrait conquérir ici sur le terrain du Sporting d'Anderlecht pour être champion pour la 17e fois de son histoire. Mais autre cas de figure, il est lié au match qui a lieu en ce moment du côté du Racing Genk. Genk, le plus proche rival de Bruges, donc. Genk qui rencontre l'Antwerp. Si Genk ne s'impose pas face aux Anversois, eh bien le club de Bruges pourrait effectivement s'imposer, conquérir ce titre donc avant même de monter sur la pelouse. C'est assez incroyable. Mais ce cas de figure ne se produira pas, je peux déjà vous le dire. Il reste un quart d'heure à jouer du côté de Genk et le score est de 4-0 en faveur des Limbourgeois. Bruges va donc devoir s'arracher sur la pelouse d'Anderlecht qui ne lui fera aucun cadeau ce soir. Pas de tapis rouge dans cette lutte entre deux rivaux ancestraux. Anderlecht qui a d'ailleurs besoin de gagner pour tenter de conquérir, lui, la 3e place de cette Champions Playoff qui ouvrira la porte de l'Europa League, la Coupe d'Europe, la saison prochaine. Les résumés, les interviews de tout cela, ce sera sur Tipic en fin de soirée. Les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup Vincent. Voilà qui referme ce journal. Restez avec nous pour Jeudi en prime. François Dubrigode vous présente notre invité dans quelques secondes.